Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce deuxième numéro de 15 minutes Insight. 15 minutes Insight avec Elkano AM et Vital Épargne. 15 minutes Insight, c'est le tour d'horizon de l'actualité macroéconomique et financière en un quart d'heure, montre en main. Autour de cette table, nos deux invités, Gilles Etcheberry-Garay. Bonjour. Bonjour. Président, directeur des investissements d'Elkano AM. Et bonjour, Igor Demac. Bonjour. Vous êtes associé dirigeant de Vital Épargne. Merci à tous les deux d'être là. 15 minutes Inside, une émission en trois parties de 5 minutes. Donc, vous l'avez compris, on va déjà se pencher sur les anticipations de baisse de taux des banques centrales en 2024. La Fed va pivoter, on le sait, oui, mais quand les marchés ont-ils raison de parier sur une baisse rapide des taux de la Fed et de la BCE? On s'intéressera ensuite au marché d'actions plutôt incertain en ce début d'année 2024. Est-ce que cela donne le ton pour le reste de l'année? Et puis, à la lumière de tout cela, comment bien diversifier ces investissements? On parlera de différentes classes d'actifs, notamment du Bitcoin qui a commencé l'année sur les chapeaux de roue. Avant de se tasser un petit peu, voilà pour le sommaire. 15 minutes Insight, c'est parti. Baisse des taux, est-ce que les marchés s'emballent? C'est la première partie de ces 15 minutes Insight avec Gilles Etcheberry-Garay et Igor Demac. Alors, il a suffi que la Fed signale son pivot à venir de sa politique monétaire. C'est intervenu mi-décembre. Mais bon, on s'interroge sur le timing en cette année 2024. Il a suffi de cela pour que les bourses s'enflamment. Mais depuis le début de l'année, l'enthousiasme semble retomber. Est-ce que les marchés ne sont pas allés un petit peu trop vite en besogne, Gilles? Un petit peu. Bon, déjà, il faut reconnaître que le changement de la Fed est un événement, puisqu'on avait quand même une Fed qui disait je ne baisserai pas les taux, je verrai la désinflation dans le blanc des yeux. Et là, dès qu'on a eu un peu de poussée par le Trésor américain, dès qu'on a eu un peu de remontée de chômage, hop, je dirais presque une capitulation, le terme est un peu élevé, mais en tout cas un changement surprenant d'attitude, d'où la réaction du marché. Mais je dirais donc effectivement un événement. La fin de la hausse des taux et l'annonce que les prochains mouvements seront à la baisse. En revanche, c'est clair qu'il fallait totalement écouter la Fed. Et la Fed avait dit, j'envisage 3 baisses de taux en 2024. Et quand on regardait le pricing de marché à fin d'année, il y avait 6 baisses de taux anticipées. Et donc on avait clairement, nous, dans nos présentations, montré qu'il y avait un problème entre une Fed qui, certes, a dit c'est fini, maintenant on baisse, mais on va baisser quand même progressivement, parce que c'est comme un changement dans son programme, et les marchés qui disaient, bingo, vous allez faire 6 fois. Et là, depuis le début d'année, on a un retracement, je dirais, de ça, avec maintenant, il y avait une baisse qui était prévue dès mars, qui paraissait hors calendrier de la Fed, et le marché a retrouvé, je dirais, le chemin de la Fed, donc avec un effet de gueule de bois post 31 décembre, et donc de retour en arrière sur un certain nombre d'actifs, sauf un sur lequel on parlera plus tard. Voilà. Les 7 magnifiques. Alors, voilà, c'est plusieurs valeurs, elles sont 7, tout simplement. Voilà. Donc c'est à part eux, le reste, il y a quand même une correspondance entre l'enthousiasme avant décembre et je dirais la gueule de bois correspondant à la réévaluation de la politique de la Fed post 31 décembre. Igor, quelque chose à rajouter sur cette gueule de bois? Elle était prévisible? Oui, c'est un peu le dry January des marchés financiers, là. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut comprendre qu'on est dans une période atypique parce que normalement, on baisse les taux violemment après une crise majeure et on les remonte graduellement. Et là, on a fait le chemin totalement inverse. On a monté très violemment les taux et on ne sait plus trop comment les faire baisser puisque l'économie américaine a surpris positivement. Et le reste, notamment on en parlera, la Chine a plutôt surpris très négativement et l'Europe est en phase de pré-récession parce que la politique monétaire commence à devenir trop restrictive. Donc on a quand même une conjonction d'éléments de politique monétaire qui nous paraissait plutôt claire en fin d'année et qui est en train de se complexifier puisque en fait l'inflation baisse, le chômage est toujours bas et que ce sont deux indicateurs qu'on utilise, c'est la fameuse règle de Taylor normalement pour piloter la politique monétaire et que la BCE est toujours focalisée sur l'indice des prix. Alors que, bon, on voit bien que l'économie ralentit. Alors, il se dit que la BCE pourrait, entre guillemets, tirer la première, c'est-à-dire baisser avant la Fed. Vous y croyez, ça? Alors, bon, il y a eu un précédent quand la BCE fait des choses un peu de son côté. Ça n'a pas toujours bien marché. Mais honnêtement, quand on voit la consommation des ménages, le grippement du marché immobilier et en fait la trajectoire budgétaire des États européens,
il serait bon quand même que la BCE assouplisse, parce qu'on n'est pas en mesure de supporter une récession, il me semble. Et sur le plan social, dans certains pays, ça risque de créer des soucis. Gilles, ça pourrait Oui, se passer ça, malheureusement, que la BCE baisse en premier. Alors, je pense qu'elle aura du mal à baisser en premier. Ah Qu'elle oui. baisse plus, oui. Qu'elle baisse en premier, comme on a dit tout à l'heure, et le précédent n'était pas génial, c'était la crise des États européens. Donc, je ne suis pas sûr qu'elle a. Après, il y a un problème de vision quand même différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la BCE continue à dire, Schnabel l'a dit il y a quelques jours, qu'un ralentissement économique fait partie des outils de la Banque centrale parce qu'elle veut vraiment extirper l'inflation. Alors qu'on a vraiment eu un pivot de la Fed qui dit, au début, disait la même chose, hein, c'était le côté Volcker de la Fed, disant on va extirper l'inflation, et qu'aujourd'hui, ben, il y a des échéances en fin d'année, en novembre prochain, qui dit non, on peut se passer du ralentissement C'est les élections américaines, ça. Voilà, on peut se passer du ralentissement économique et on va réussir sans ralentissement économique, qui est beaucoup plus risqué comme attitude que enfin, si on veut diminuer l'inflation, il y a double mandat aux États-Unis. Donc voilà, donc effectivement, on sent qu'il y a quand même un décalage aujourd'hui entre une BCE qui reste dans sa vision anti-inflationniste et quelque part veut vraiment, et une Fed qui prend un risque, probablement lié aux élections, par rapport à ça. Bien, on en reste là pour la première partie de ce 15 minutes. Ah oui, ça passe très vite, hein, 15 minutes Insight. Les marchés d'actions, et cette question, c'est la prochaine partie. Donc, va-t-on vers une nouvelle année de hausse en 2024? On en parle dans un instant. Va-t-on vers une nouvelle année de hausse sur les marchés boursiers? C'est la deuxième partie de ce 15 minutes Insight avec toujours Gilles Etcheberry-Garay et Igor Demac. Si l'on en juge par les premières séances de 2024, c'est plutôt mitigé pour les actions, sauf pour les technologies du Nasdaq, les 7 magnifiques dont on parle le temps. On entend dire, Igor, qu'en bourse, les premiers jours, en général, donnent le ton pour le reste de l'année. Donc, c'est pas super bien parti. Oui, mais on entend aussi dire que les années d'élection américaines, c'est plutôt oui. des années favorables. Après, C'est ça statistiquement, qui l'emporte. Ouais. alors, ça dépend qui est élu aussi. Ouais. Mais en tout cas, pour le sujet des élections, ça n'a pas beaucoup d'influence sur finalement le parcours boursier, même si en fait les programmes économiques, quand on les détaille, vont nous donner le là. Et si on va vers plus de protectionnisme, c'est sûr, ça aura un impact sur le commerce mondial. Mais aujourd'hui, on ne fait pas une gestion en fonction des élections américaines. Après, c'est très difficile de dire dès le début d'année ça va monter ou pas. Ce qu'il faut, c'est regarder le scénario macroéconomique. Ce scénario macroéconomique, il est quand même en ralentissement, puisque 2023 était plutôt une bonne surprise, notamment grâce aux États-Unis, qui tirent toujours son épingle du jeu en fait. C'est là qu'on voit que la zone dollar est surpuissante, puisque nous, on est en Europe encore englué dans une croissance qui ressemble plutôt à une pré-récession. Et en fait, la Chine est très préoccupante, puisqu'elle est en déflation, et on en parlera, elle a la grande révolution démographique qui arrive. Donc, le scénario macroéconomique est pas favorable. Il faut quand même un peu d'incrément de croissance, de dérivés première et seconde de croissance pour créer de la valeur. Aujourd'hui, les entreprises, en plus, elles sont confrontées quand même à la désinflation qui doit être plus favorable aux consommateurs qu'aux entreprises qui ont, pendant la période d'inflation, reconstruit des marges et augmenté leurs résultats. Donc, les signaux macroéconomiques sont en début d'année moins clairs. Après, ça peut changer de semestre en semestre. La politique monétaire peut être un grand incrément, ou en tout cas un appui pour les marchés financiers, si on baisse les taux, puisque ça crée évidemment ne serait-ce qu'un effet de valorisation. Donc aujourd'hui, mitigé, je dirais qu'il y a toujours de la valeur dans les marchés actions, puisqu'il y a toujours la croissance économique mondiale. On finit à 3% l'année dernière. Là, on va être peut-être mondialement, je ne sais pas ce que Gilles en pense, mais 2,5 peut-être. 2,5, Voilà. entre 2 et 2,5. C'est la prévision. Donc ça veut dire qu'il y a quand même la croissance macro, et quand il y a la croissance macro, il y a de la croissance microéconomique de certains secteurs, dont on parlera, notamment les valeurs technologiques. Donc, alors justement, oui. Ouais, voilà. Est-ce qu'on n'a pas le risque de voir cet écart continuer de se creuser entre Moi, j'ai la faiblesse de penser que les 7 magnifiques américaines et le reste du marché? c'est ce cas depuis le début de l'année, puisqu'au début de l'année, on est en hausse sur les grands indices, parce que... Et record sur le S&P 500. Record sur le S&P, avec un seul secteur. Grâce à ces valeurs. Sur 11 secteurs, il y a un seul secteur qui est au plus haut, et grâce à ces valeurs-là. Donc, moi, je dis que c'est une anomalie, et c'est une anomalie qui fragilise le marché. Et quelque part, aujourd'hui, c'est 31-32% du marché, 500 valeurs, donc 0,25 par valeur, on a 7 valeurs qui représentent 31% de l'indice. Pour moi, quelque part, à un moment, ça va casser. Quand, j'en sais rien, mais ça va casser. Et quelque part, moi, je vois, par rapport au reste de croissance macroéconomique, baisse de taux, moi, j'ai plutôt un scénario sur l'année où on peut avoir l'inverse de 2023, avec des grands indices en baisse
tirer vers le bas, en particulier parce que cette valeur finisse par se retourner ou arrêter de grimper, et le rattrapage du reste. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de choses qui sont à la casse sur les petites et moyennes capitalisations en particulier, bon, qui ne peuvent pas monter sans croissance économique, mais en tout cas qui sont plus écrasés par, je dirais, les flux qui vont vers ces sept magnifiques mercenaires, comme on peut les appeler. Donc, je pense qu'il y a un vrai problème. Aujourd'hui, on parle de diversification de d'ETF, tout ça sur 500, mais aujourd'hui, on a un risque intrinsèque de ces sept valeurs sur l'année 2024. Igor, on peut s'attendre à une rotation sectorielle sur les actions européennes notamment. Vers quel type de secteur? Enfin, quand je dis rotation sectorielle. Oui, Par exemple, on a vu ce qui est souvent cité comme l'équivalent des technologies américaines en Europe, hein, c'est nos valeurs de luxe. Et on voit que mais les valeurs c'est de luxe, chancelant là depuis les valeurs de quelques luxe, semaines. c'est très lié au flux touristique chinois et à la Chine. Les 7 magnifiques, pas tout à fait. Non, pas du Les tout, 7 magnifiques, ça représente la Mais superpuissance comme on n'a pas américaine. de technologie forte comme ça Oui, chez mais, nous, on dit oui, voilà, on il dit y a parce les calls. non, mais parce qu'en fait, Ouais. on fait la comparaison des performances et des qualités des entreprises et des valorisations qui sont plus ou moins proches. Mais ce n'est pas du tout le même modèle économique. Vous croyez en quoi pour 2024? Non, j'ai envie de croire à la rotation sectorielle, européenne, small et mid. Ça, c'est le monde dont j'ai envie. C'est peut-être pas le monde tel qu'il est. Aujourd'hui, on a du mal à sortir de la superpuissance américano-technologique. On a du mal. En même temps, on est tous consommateurs, utilisateurs. Bon, Juste oui. pour préciser quand même, il y a 3 des 7 valeurs. Et on va conclure cette deuxième partie. Il y a la Chine. Hein. Apple distribue énormément en Chine. Ouais. Tesla d'ailleurs a du mal, et c'est pour ça que c'est la seule valeur en baisse des 7 depuis le début de l'année. Et on a Nvidia aussi qui distribue en Chine avec des problèmes d'exportation. Il n'y a que Alphabet, Google qui ne sont pas du tout présents. Bien, c'est tout pour la deuxième partie de ces 15 minutes Insight à suivre. Quelle diversification pour bien aborder 2024? À tout de suite. Comment diversifier pour bien aborder 2024? C'est la troisième et dernière partie de ce 15 minutes Insight avec toujours Igor Demac et Gilles Etcheberry-Garay. Bon, on va parler du Bitcoin, hein, bien entendu. On n'en a pas encore parlé jusqu'ici, mais je sais que ça vous brûle les lèvres. Le Bitcoin qui commence 2024 sur les chapeaux de roue avec le lancement d'ETF, ou plutôt le feu vert des autorités américaines à des ETF qui répliquent les cours de cette crypto. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors déjà, je dirais que c'était plutôt la montée, c'était pour fin 2023. 2024, c'est plus compliqué. Et pour moi, c'est un cas clair de... C'est une bonne nouvelle, il faut dire, parce qu'on va avoir un vrai prix du Bitcoin régulé, contrôlé par les autorités américaines qui ne sont pas hyper fans de ça. Donc C'est plus du tout l'esprit du Bitcoin. Alors. c'est plus, voilà, c'est un Bitcoin régulé sur le marché américain. Donc ça, à mon avis, on va avoir des surprises et be careful. Enfin, c'est pas comme ça qu'on va aller à $1 million. Hein. Je pense pas. Ouais. Je pense que la bonne nouvelle de ça, c'est qu'on aura le vrai prix du Bitcoin, un prix régulé avec des vrais dollars. La mauvaise nouvelle, je suis pas sûr que le cours remonte tant que ça et que le vrai prix soit. Donc ça risque d'être un frein. Pour moi, c'est un frein, oui. Igor? L'institutionnalisation, en général, c'est le passage du pirate au corsaire, hein, qu'on connaît bien, mais je crois que ce qu'a dit Gilles est tout à fait correct. En revanche, c'est vrai que depuis maintenant 2-3 ans, dans les présentations de sociétés de gestion annuelles, maintenant dans les classes d'actifs, il y a systématiquement le Bitcoin comme performance, alors qu'il n'y avait pas. Donc, en fait, ça a plus une valeur de référence. Puis vos clients sont demandeurs de ça? Certains, mais nous, on n'a pas le droit de le distribuer. Et il y a quand même eu beaucoup d'affaires dans la crypto-monnaie. Donc, prudence. Après, il y a une valeur indicative qui correspond à une sorte d'économie qui se veut à côté, mais en même temps dedans, et qui, notamment chez les jeunes investisseurs, a énormément d'influence. Donc, il faut le prendre en compte. Ça vous intéresserait les ETF Bitcoin? Non, pas du tout. Je rappellerai, les deux principaux acteurs en 2023, FTX et Binance, ont été condamnés. 4 milliards d'euros, prison pour l'un, 4 milliards de dollars d'amende pour l'autre. Voilà, je pense qu'effectivement, on va avoir un vrai prix de Bitcoin. Ça sera la bonne nouvelle. Après, je pense que son intérêt avec ce vrai prix sera moins porteur. Igor, vous aviez une autre idée d'ETF à nous donner? Oui, si on ne veut pas tomber dans, entre guillemets, les 7 magnifiques, mais qu'on veut quand même faire des valeurs technologiques, il y a le thème de la cybersécurité qui est maintenant un thème majeur pour toutes les entreprises. Et il y a des ETF qui se sont créés spécifiquement avec évidemment des valeurs technologiques, des grandes valeurs, hein, Infosys, Cisco, Juniper, mais aussi des plus petites valeurs. Et là, je trouve que c'est un thème d'abord qui parle aux investisseurs. Certes, l'ETF a déjà beaucoup progressé, mais c'est une manière de faire des valeurs technologiques de manière un peu plus différenciée et ciblée. Et si on parlait de la Chine?
messieurs. Ah, Ça revient régulièrement dans le discours des asset managers, mais ça continue de baisser là. On est à un plus bas en 19 ans sur Comme les quoi, actions chinoises. les actions, il faut plus pour la bourse que la croissance simple, croissance économique. Non, moi je pense qu'il y a une rupture, on l'a dit dans nos notes, il y a une vraie rupture du modèle chinois. Le modèle chinois est devenu politique quasiment pas investissable. Il y a la bulle démographique, la bulle immobilière qui a explosé, il y a une démographie en berne, hein. Il y aura 100 millions de Chinois en moins d'ici à peu près 10 ans. Pourquoi est-ce qu'on entend tant parler alors de l'investissement Chine alors si Parce c'est qu'on a reproduit le si modèle. c'est la loose? On a reproduit le modèle. Ouais. Il y a une rupture qu'on n'a pas, les gens n'ont Ouais. pas mesurée. Après, ceci étant dit, on investira peut-être en Chine cette année parce que même au Japon, D'accord. en ayant passé de 40 000 à 10 000, il y a eu quand même 3 rebonds de 40%. Ça c'est le Nikkei par rapport à son Voilà. sommet de 1989. Ouais. Tout à fait. Il y a eu 3 rebonds de 40%. Ouais. Donc on n'est vraiment pas optimiste sur la Chine à long terme, mais on peut jouer des rebonds techniques à court terme. Voilà. Sur la Chine, Igor? Tout à fait d'accord. Première façon de jouer la Chine, c'est le Japon. Et Ouais. en plus, on a le bénéfice d'une monnaie qui est quand même une monnaie un petit peu sûre, entre guillemets. C'est comme le franc suisse. yen. Voilà. Même s'il est faible. Ouais, oui, mais enfin, on sait que la politique monétaire, elle est assez cadrée et on sait que le Japon est très lié économiquement à la Chine. Mais en fait, la Chine est liée économiquement avec tout le monde, hein, on le disait en début d'émission. On ne peut pas se passer de la Chine, même si c'est un modèle qui, avec tous les changements mentionnés, qui en plus se réinternalise, donc est beaucoup moins exposé. Peut-être que dans 10-15 ans, ça sera moins l'atelier du monde qu'aujourd'hui. Mais moi, je pense que le sujet réglementaire et politique est trop fort aujourd'hui. Pour qu'on puisse véritablement faire une allocation sur des actions chinoises. Alors on y revient petit à petit, c'est ça? Faut dire Fil que de Je l'eau, ne suis pas qu'est-ce qu'on sûr. fait? Je suis pas sûr. Non, Je pense qu'il faudra attendre le plus grand changement. Gilles, vous m'avez dit, on revient dessus alors. Oui, mais ça Ouais. sera très temporaire, c'est de la spéculation. C'est-à-dire Ah que d'accord. pour nous, si vraiment ça Pour descend jouer un encore, rebond. un jour en petit rebond, parce Mais qu'il y a un moment- structurellement, voilà. ça va continuer de baisser. Mais oui, D'accord. parce que les Américains ne peuvent plus investir en Chine, il n'y a plus que les Européens. Enfin, il y a des vrais problèmes structurels et voilà, pour moi, le modèle est fini, mais on peut jouer à court terme, uniquement à court terme. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci messieurs d'avoir été nos invités dans ce deuxième numéro de 15 minutes Inside. Igor Demac et Gilles Etcheberry-Garay. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle émission.